Les concentrations d'âme. Ouais. Liquide, solide, gaz. Ouais. Conditions atmosphériques, tout ça. Pression, dégagée, tout va bien. Décollage dans 2 minutes. Minute et 30 secondes. Donc je veux un go ou no go pour le décollage, ok? Médic. Go! Parfait. Météo. Chef dégagé. Moteur. Jauge de carburant à 100%. Très bien. Rampe d'accès. Entrée. Passe-moi l'eau, s'il te plaît. Tiens. Je me demande comment ça se fait qu'on a autant d'eau dans la station. Tu sais, toi? Non, j'en sais rien. Tu devrais demander à la Terre. Centre de commande, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. J'ai une question. Comment ça se fait que sur la navette, il y ait autant d'eau? Bonne question. Tout d'abord, replaçons-nous dans le contexte. Sur Terre, un homme utilise environ 150 litres d'eau par jour, dont 50 litres d'eau pour prendre une douche, par exemple. Dans l'espace, c'est impossible, on ne pourrait pas emmener de telles quantités d'eau. D'abord, les astronautes doivent se restreindre, ils n'utilisent que 10 litres d'eau par jour et 4 litres au maximum pour se laver. Et ensuite, nous avons inventé, la NASA a inventé un système pour recycler l'eau. Donc l'eau qui provient de l'urine, l'eau qui provient de l'humidité ambiante, ou bien de la transpiration. L'eau est indispensable à l'homme et à tous les êtres vivants, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, il sert à s'hydrater. Un homme meurt en 3 jours s'il ne s'hydrate pas. Ensuite, il sert pour l'hygiène, à se laver. L'hygiène est même très importante dans la station spatiale. Et enfin, il sert à la culture des plantes. Dans la station spatiale, par exemple, il y a un module où dedans il y a des serres hydroponiques qui utilisent de l'eau. Nous allons donc essayer de vous expliquer
comment le Water Recovery System, en français système de recyclage d'eau, recycle environ 92% de l'humidité, des transpirations et des urines qui sont produites dans la station spatiale. Le Water Recovery System est une machine très complexe qui se divise en deux parties. La première partie qui va traiter l'urine, Urine Processor Assembly, donc le traitement de l'urine, et la deuxième partie qui va s'occuper de l'urine traitée et de toutes les autres arrivées d'eau, telles que l'humidité ambiante et la sueur récoltée par les machines, et qui va la rendre potable. Dans un premier temps, le système de traitement de l'urine va injecter dans l'urine une solution pour contrôler le développement des microbes et la réaction de l'urée en ammoniac. Puis, par la suite, l'urine va être distillée par centrifugation. La centrifugation est un procédé de séparation des corps d'une même solution par leur différence de densité. La centrifugeuse va aussi permettre de créer une gravité qui n'existe pas dans l'espace. Puis, le liquide obtenu, appelé distillat, va être stocké dans un autre compartiment. L'urine rejoint ensuite le deuxième module, le Water Processor Assembly, le système qui va traiter l'eau. Donc, à l'urine déjà distillée, on ajoute l'eau prise dans l'unité de la station, et l'eau qui provient de la sueur des astronautes. Donc, le liquide entre ensuite dans une machine qui sépare les liquides des gaz, le Moseley Liquid Separator. Les gaz sont filtrés, traités et réinjectés dans la cabine. Quant au liquide, il passe dans toute une série de filtres, ainsi que dans un filtre à particules. Le filtre à particules permet aussi ici d'éliminer les polluants, les contaminants organiques non volatiles et les contaminants non organiques. Ensuite, l'eau est envoyée dans un réacteur catalytique. Le réacteur catalytique permet de transformer tout composé contaminant en dioxyde de carbone et en eau. Il peut également faire disparaître des composés non organiques tels que l'ammoniac qui sont oxydables. Pour cela, on utilise l'air, et donc le dioxygène qui est contenu dans l'air. Pour oxyder, on le mélange au liquide et on le place dans un catalyseur avec sous haute pression et sous haute température. Par la suite, l'eau passe à travers un échangeur d'ions qui est le plus souvent en résine et qui permet d'enlever des ions d'une certaine charge pour les remplacer par des ions d'une même charge. Ce système est utilisé pour adoucir ou déminéraliser l'eau. Et enfin, on ajoute de l'iode pour contrôler les microbes résiduels. Notre eau est alors potable et on peut la boire, prête à l'emploi. Votre fusée est équipée de ce système. Une fois que l'eau est recyclée, on va tester si elle est potable ou non. Donc maintenant que l'eau est recyclée par le Water Recovery System, on va tester si elle est potable, en mesurant plusieurs paramètres comme le pH, la conductivité et la teneur en dioxygène. Donc pour ça, on a 3 eaux différentes, une eau non potable, une eau minérale totalement potable et une eau recyclée par notre système. C'est celle-ci qu'on va tester, si elle est potable. Donc on va commencer par le pH. pH, ou potentiel hydrogène, permet de définir la teneur d'une solution en ion hydrogène ou en ion hydroxyde, c'est-à-dire si elle est acide ou basique. Le pH s'exprime sur une échelle de 1 à 14. Une solution ayant un pH inférieur à 7 est dite acide, c'est-à-dire qu'elle contient plus d'ion hydroxyde, H-, que d'ion hydrogène, H+. Une solution ayant un pH supérieur à 7 est dite basique. Elle contient plus d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde. Et enfin, une solution ayant un pH égal à 7 est dite neutre, c'est-à-dire qu'elle contient autant d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde. Donc on va commencer par tester le pH de notre eau recyclée. Préalablement, on a réglé la température ambiante du lieu, donc ici c'est 21 degrés pour régler l'appareil. Donc on obtient un pH de 7,29. Donc pour l'instant c'est normal. On va tester ce qu'on obtient pour l'eau minérale.
On obtient un pH de 7,73, donc c'est normal parce que ça tourne autour de 7, donc c'est ni acide ni basique. Maintenant, on va tester l'eau qui est non potable cette fois-ci. On obtient un pH de 10,85, donc là on voit bien qu'elle est pas du tout potable parce que elle rentre pas dans les conditions pour être potable. Donc en conclusion, notre eau recyclée tient les conditions du pH parce qu'elle est autour de 7, donc elle est pour ce paramètre elle est potable. L'eau non potable a un pH supérieur à 10, donc elle est pas du tout potable, ça faut pas la boire. Et voilà. Alors maintenant, on va tester la conductivité. La conducticité de l'eau détermine la présence de sels minéraux. En effet, les sels minéraux sont des ions, comme Mg2+, Ca2+, Cl-, et on sait que les ions, cations comme anions, transmettent l'électricité, puisqu'ils ont une charge électrique. Les minéraux doivent être présents dans l'eau, mais en quantité raisonnable. Ainsi, la conductivité électrique ne doit pas dépasser 1000 microsiemens par centimètre. L'unité microsiemens est une unité de conductance électrique. La conductivité se mesure à l'aide d'un conductimètre. Donc on va commencer par mesurer la conductivité de l'eau non potable. On obtient un résultat de 268 microsiemens par centimètre. Maintenant on va tester pour l'eau minérale. On obtient un résultat de 71,2 microsiemens par centimètre. Et enfin, pour l'eau recyclée par le Water Recovery System, on obtient une conductivité de 0,425 microsiemens par centimètre. Donc, notre eau recyclée rentre dans les critères de conductivité, ayant une conductivité inférieure à 1000 microsiemens par centimètre, bien que nos deux autres témoins rentrent aussi dans les critères de conductivité. On a voulu tester la teneur en dioxygène, mais on n'a pas obtenu de résultat concluant. On peut donc dire que l'eau recyclée par le Water Recovery System est potable. Ah, d'accord. Merci. Quittons l'orbite terrestre pour arriver vers Mars. J'ai la confirmation que la navette vient d'atterrir sur Mars. Nous sommes en liaison avec les astronautes présents là-bas. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions actuelles de l'eau sur Mars ? Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil. Sa distance à la Terre varie de 55 à 400 millions de kilomètres. Son volume est 6 fois inférieur à celui de la Terre et sa masse 10 fois inférieure. Mars est certainement la planète la plus intéressante après la Terre. Les conditions actuelles de Mars sont incompatibles avec la présence d'eau liquide. En effet, les différents états de l'eau sont conditionnés par la température et la pression. C'est ce qui nous indique ce graphique. Avec une pression atmosphérique qui se situe aux alentours de 6 millibars, soit 1/160e de la pression atmosphérique sur Terre à niveau de la mer, et une température moyenne de moins 63 degrés Celsius, Mars ne peut pas accueillir d'eau liquide. L'eau potentiellement présente sur Mars est à l'état solide. Même si la température augmente localement, l'eau sur Mars reste à l'état solide ou bien s'évapore immédiatement à environ 10 degrés Celsius par sublimation. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas à l'état liquide. La pression atmosphérique de Mars équivaut à celle que l'on trouve sur Terre à plus de 30 000 mètres d'altitude. Cependant, de nombreux éléments tendent à prouver que l'eau a bel et bien existé sur Mars à l'état liquide. Les sondes Mariner et Viking ont pris de nombreuses photos de Mars. Ainsi, on a pu remarquer sur Mars de larges vallées et des sillons naturels ressemblant fortement à des reliefs tracés par l'eau sur Terre.
La grande majorité des scientifiques pensent alors que ces reliefs ont été creusés par les écoulements d'eau liquide. Plusieurs théories, plusieurs éléments recueillis par des sondes rover envoyées sur Mars vont alors prouver l'existence il y a longtemps d'eau liquide sur Mars. En 1984, une pierre provenant de Mars a été découverte dans l'Antarctique, pesant 2 kg et mesurant 15 cm de long. C'est la météorite d'Atlantis. On a pu déterminer sa probable origine, une région située dans l'immense canyon martien du nom de Valles Marineris. On a découvert dans cette pierre une minuscule globule de fer et du carbonate de magnésium, des éléments qui forcément ont été formés et décomposés par l'eau. L'étude de ces carbonates a permis de dater cette pierre d'environ 3,9 millions d'années. Plus tard, les rovers de la NASA envoyés sur Mars ont fait d'autres découvertes importantes, venant à prouver que l'eau a bel et bien existé sur Mars. Dans la région de Meridiani Planum, Opportunity a découvert de nombreuses petites sphères à la surface de Mars, les sphérules. Sur Terre, ces sphérules se forment dans les eaux chaudes et peu agitées. On a en effet découvert des sphérules datant de plusieurs millions d'années près des lacs supérieurs et près des sources chaudes du parc national de Yellowstone. La présence de ces structures à Meridiani Planum suggère que cet endroit a été jailli sous les eaux. Une autre hypothèse propose que certains reliefs soient dus à des crues catastrophiques provenant d'eau souterraine. Dans la région d'Ares Vallis, on a remarqué d'immenses chenaux larges de 100 km ressemblant fortement à une région des États-Unis, les Scablands, où les reliefs se forment par écoulement d'énormes quantités d'eau en peu de temps. On a alors supposé le même phénomène dans cette région de Mars. Une autre hypothèse tend à prouver que sur Mars a même existé un océan. On pense que d'énormes quantités d'eau se seraient déposées dans l'hémisphère nord, formant à terme un océan. Les clichés pris par la sonde Viking ont permis de distinguer des structures qui pourraient ressembler à un littoral. Récemment, de nouveaux éléments ont été apportés par le radar Mars 6, un radar basse fréquence capable de sonder les sous-sols jusqu'à plusieurs kilomètres. Pour permettre un jour la présence de cette eau liquide, l'atmosphère de Mars a dû être chaude et la pression atmosphérique plus élevée. Il y a des milliards d'années, l'univers crée notre Soleil et autour de lui se forme le système solaire. La Terre et Mars sont alors des planètes en fusion, puis elles se refroidissent. Mars et Terre se forment au même moment, mais comme Mars est plus petite, elle a dû refroidir plus vite. Quand Mars était assez froide pour accueillir de l'eau, la Terre était encore bouillante. L'eau sur Mars est alors provenue des astéroïdes présents en abondance dans le système solaire à cette époque et est constituée de glace. En s'écrasant sur les planètes, la glace fond. Sur la Terre, bouillante, elle s'évapore instantanément alors que sur Mars, elle y reste. D'immenses quantités d'eau s'accumulent. L'eau a alors pu créer des lacs, des vallées, de la pluie, et ce, bien avant la Terre. À ce moment-là, Mars avait un climat propice pour accueillir de l'eau liquide. Aujourd'hui, Mars est froide, aride, une pression atmosphérique faible, désormais incapable d'accueillir de l'eau liquide à la surface. Pourquoi a-t-elle disparu? Là, certains pensent que cela est dû à un changement climatique. Sur Terre, le noyau génère un champ magnétique qui maintient l'atmosphère à la surface et l'empêche de s'échapper avec les vents solaires. Sur Mars, le noyau est plus petit, et plus il refroidit, moins il est capable de maintenir un champ magnétique. L'atmosphère est alors confrontée au vent solaire et ainsi les particules les plus légères s'échappent de la planète. La pression atmosphérique baisse, l'effet de serre diminue, la température refroidit. L'eau restant s'évapore ou se congèle. C'est ainsi que Mars est devenu ce que l'on connaît actuellement. De plus, l'atmosphère de Mars étant fine, les rayons du Soleil ne sont presque pas filtrés. On pense que la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère est décomposée par les rayonnements ultraviolets du Soleil. Ce rayonnement transforme l'eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ainsi, les atomes d'hydrogène très légers s'échappent à l'attraction de Mars. C'est ainsi que même aujourd'hui, l'eau s'échapperait perpétuellement de l'atmosphère de Mars. L'eau pourrait aussi se trouver dans l'atmosphère, sous forme de vapeur d'eau. Mais on sait que la fine atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone, et l'eau y est présente sous forme de traces, environ 0,03% de l'atmosphère. La quantité présente dans l'atmosphère est donc infime. Si l'eau présente dans l'atmosphère de Mars se condensait à la surface de la planète, elle ne formerait qu'une couche d'environ 10 micromètres. Malgré tout, cette vapeur d'eau peut parfois se condenser à la surface formant du givre, particulièrement vers le pôle Nord, et de fins nuages apparaissent quelquefois dans l'hémisphère Nord. En effet, récemment, le spectromètre de Spica, présent à bord du satellite Mars Express de l'ESA, a étudié la composition de l'atmosphère de la manière verticale.
Ce spectromètre, opérant dans l'infrarouge et l'ultraviolet, utilise la lumière du Soleil qui traverse l'atmosphère de Mars, au lever et au coucher. Il a alors établi des profils verticaux de la composition de l'atmosphère et a découvert, grâce à l'étude des spectres obtenus dans l'infrarouge, pour la première fois la présence de vapeur d'eau en état de sursaturation. Sur Terre, lorsque la température descend en dessous du point de condensation, la vapeur d'eau va se condenser. Elle va devenir liquide en formant des gouttelettes autour de poussière présentes. Ceci est la sursaturation de l'eau. L'atmosphère ne peut contenir plus d'humidité et l'excédent devient liquide. Cependant, parfois la condensation est ralentie, voire même impossible, si les poussières en suspension sont trop rares pour permettre à l'eau de se condenser. La vapeur d'eau reste alors sous forme gazeuse dans l'atmosphère, c'est la sursaturation. Spicam a ainsi repéré des niveaux de sursaturation très élevés, supérieurs à ceux que l'on peut trouver sur Terre. Ainsi, dans la partie supérieure de l'atmosphère martienne, il y a beaucoup plus d'eau que ce que l'on en pensait. Ainsi, à des altitudes supérieures à 15 km, niveau qui correspond au point de condensation théorique de l'eau, on pourrait trouver localement 100 à 100 fois plus d'eau que ce qu'il était prévu. Ce phénomène permet d'alimenter continuellement l'atmosphère en eau et va certainement perdurer encore longtemps. On peut aussi trouver l'eau sous forme de glace. En 2003, Orbiter Mars Odyssey de la NASA, grâce à son spectromètre gamma ou spectromètre à neutrons, permet de déterminer la quantité d'hydrogène sous la surface de Mars, jusqu'à 1 mètre de profondeur. On établit alors une carte des répartitions de l'hydrogène. Les parties bleues correspondent aux zones riches en hydrogène. L'eau étant composée d'hydrogène, il se pourrait qu'à proximité des pôles se trouvent de grandes quantités d'eau. Selon les estimations, la glace présente sous les calottes polaires pourrait inonder Mars à hauteur de 6 à 10 mètres. En effet, on a observé depuis longtemps des calottes polaires au nord et au sud dont la superficie varie en fonction des saisons. Ces calottes d'une épaisseur d'environ 1 mètre seraient constituées de 2 couches. Une couche de glace d'eau et une couche de glace de gaz carbonique. C'est cette couche de neige carbonique qui varie en taille selon les saisons, car même en été, la température au pôle est très basse pour faire fondre l'eau. Ces données ont été confirmées par la sonde européenne Mars Express qui a permis en 2003 de quantifier cette eau. Elle présenterait 15% de la glace totale. Mars Odyssey a quantifié l'hydrogène jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il n'est donc pas exclu que l'eau se trouve un peu plus en profondeur. Les scientifiques sont presque sûrs que la grande partie de l'eau se trouve désormais dans la croûte martienne sous forme de pergélisol, c'est-à-dire dans la roche, une roche qui se maintient continuellement gelée. Quelle que soit la saison, l'eau reste à l'état solide dans la roche. Cette eau serait présente sous plusieurs formes, sous forme compacte, c'est-à-dire qu'elle formerait des petites poches de glace liées à certains minéraux, comme l'argile, ou encore sous forme interstrielle, c'est-à-dire présente sous pores ou les fractures des roches. Pour affirmer cette hypothèse, les scientifiques ont établi que le sol martien était très poreux. Ainsi, l'eau a pu s'infiltrer dans le sol lorsqu'elle était présente à l'état liquide, ou des lacs ont pu geler, puis par la suite être recouverts par des sédiments. Cependant, les données actuelles ne permettent pas de quantifier cette quantité d'eau. La quantité dépendrait de la porosité réelle du mégarégolithe de Mars. Sur Mars, le mégarégolithe est une couche d'une épaisseur d'environ 2 km répartie uniformément sur la planète. Formée par accumulation de débris rocheux, de poussière provenant de météorites, d'astéroïdes ou d'éjectats de volcans. L'hypothèse que l'eau à l'état liquide se trouve à des couches de glace est ainsi avancée, notamment grâce aux mesures prises par la sonde Viking. Mais la présence d'eau liquide dépend des conditions de température et de pression en profondeur. Il peut aussi y avoir d'importantes quantités d'eau dans la roche, comme Curiosity a permis d'importantes découvertes à ce sujet. Il a prélevé un échantillon de la roche et l'a chauffé à 835 degrés Celsius. Ainsi, il a découvert des molécules d'eau liées à des minéraux. Cette eau représente environ 2% de la masse totale de la roche. En étudiant un peu plus la composition de cet échantillon et en la comparant avec des roches situées à d'autres endroits, les scientifiques ont pu conclure que les tempêtes martiennes transportaient le sable fin partout sur la planète, ce qui prouve que cette concentration de 2% en masse d'eau est sans doute présente partout sur Mars. Ainsi, 2% d'eau en moyenne pourrait se trouver n'importe où dans le sol martien, ce qui correspond à environ 33 litres par mètre cube de roche.
Une publication récente de scientifiques affirme que l'eau se trouve dans le sol sous une autre forme. Elle réagit chimiquement avec les minéraux et une forme particulière, les hydrolyses. C'est-à-dire une entité composée d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène comme le groupe OH, où l'on trouve par exemple dans les molécules d'alcool. Ces hydrolyses peuvent aussi être associées à l'oxyde de fer. Cependant, en chauffant la roche à 835 degrés Celsius, on retrouve l'eau sous une forme classique. Selon leurs estimations, on trouve 2 litres d'eau à partir de 100 kg de sable fin. Des analyses par des sondes lancées autour de Mars permettent d'estimer que l'eau présente 2 à 10% de la masse totale de Mars. On peut ainsi déterminer un cycle de l'eau sur Mars. Grâce à la chaleur du Soleil, à certains moments de l'année, la température est suffisamment importante pour permettre à l'eau de s'évaporer. Elle est alors dans l'atmosphère. Lorsque la température redescend, comme on l'a dit précédemment, la vapeur d'eau devient localement en sursaturation. Elle reste dans la haute atmosphère. Une partie arrive quand même à se condenser et forme du givre à la surface de Mars, et une autre partie est décomposée par les rayonnements ultraviolets et ainsi s'échappe de l'atmosphère martienne. Ainsi, Mars s'assèche continuellement. Maintenant que nous savons où se situe l'eau sur Mars, nous allons chercher des méthodes pour l'exploiter. Mais non, enfin. Ah ouais. Donc, la quantité d'eau présente dans l'atmosphère, infime, rend l'exploitation de l'atmosphère impossible. Il est impossible d'extraire de l'eau à partir de l'atmosphère car elle est en trop petite quantité. Malgré bien sûr que localement elle peut être en grande quantité dans l'atmosphère, la sursaturation en haute atmosphère rend cette extraction impossible. On pourrait également extraire cette eau qui est présente au pôle, comme on l'a dit, sous forme de glace, mais les conditions climatiques au pôle sont très rudes. Un atterrissage au pôle pendant une conquête de Mars serait pas envisageable car les conditions climatiques sont trop rudes, justement. On pourrait alors forer la roche jusqu'à des poches de glace présentes sous le sol martien. Mais ce n'est pas quantifié. Nous n'avons pas toutes les données et il faudrait effectuer d'importantes recherches pour savoir exactement où se situent ces poches de glace. Alors, si nous avons la situation de ces poches de glace, nous pourrons forer le sol jusqu'à atteindre les poches de glace, puis faire chauffer à haute température pour récupérer la vapeur d'eau et ensuite en faire de l'eau liquide utilisable dans nos constructions. Cependant, cette méthode utilise des moyens logistiques très importants. La solution la plus simple serait donc d'utiliser l'eau présente, comme on l'a dit, sous forme d'hydroxyle dans la roche martienne, c'est-à-dire elle représente environ 2% de sa masse, comme on l'a dit. On pourrait alors extraire différents éléments et, le plus important, les molécules d'eau. On pourrait alors obtenir des quantités non négligeables d'eau si on applique cette technique à d'importantes quantités de roches. On chaufferait cette eau à 835 degrés et on obtiendrait cette eau. Cette technique serait assez facile car elle nécessite peu de moyens logistiques et serait plutôt simple. Mais les quantités d'eau ne sont pas non plus extraordinaires. On pourrait alors envisager en parallèle une extraction des poches de glace ou vers les pôles de l'eau. Donc on va mimer l'extraction de l'eau du sol martien. Donc pour ça on va utiliser le principe d'hydrodistillation. Donc à la base l'hydrodistillation c'est une méthode d'extraction qui permet d'extraire des composés volatiles par l'intermédiaire de la vapeur d'eau. On met un composé végétal ou n'importe lequel qu'on va chauffer dans le ballon et puis par l'intermédiaire de la vapeur d'eau va monter puis se refroidir et se condenser dans le réfrigérant pour ensuite former de l'hydrodistillat, c'est-à-dire ce qu'on recueille, une phase liquide. Donc pour modéliser la Terre du sol martien, on sait qu'il contient 2% d'eau. Donc nous on a modélisé ça en mettant de la terre et un tout petit peu d'eau.
Sur Mars, pour l'extraire, on devrait chauffer à 835 degrés parce que l'eau est sous une autre forme. Mais nous, on va chauffer grâce au chauffe-ballon, donc à une température un peu plus de 100 degrés, je dirais. On va mettre en route le système d'hydrodistillation. Donc notre échantillon de terre est dans le ballon, on active le chauffe-ballon et on ouvre l'arrivée d'eau pour que le réfrigérant circule en permanence dans ce tube. Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Donc après une heure de distillation, on a obtenu notre liquide, le distillat. Donc il est composé bien sûr principalement d'eau, mais il comprend aussi d'autres substances qui étaient dans la terre et qui sont allées dans le liquide. Donc pour la rendre potable, dans les conditions sur Mars, on pourrait l'ajouter au Water Recovery System pour que l'eau soit traitée. Hé, Quentin, réveille-toi. Tiens. Je me demande comment ça se fait qu'on a autant. Scène 36, prise 5, action. Scène 36, prise 5, action. Oui, moi aussi, la table de ménage. Et alors? Donc on sort son bol. Ouais. Liquide, solide, gaz. Elle était dans ma pochette. Je pense que oui, elle était dans ma pochette. En fait, à la dame. Non? Ah, mais sauf qu'on voit pas tes pieds, si on... Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil. Sa distance à la Terre varie de 55 à 400 millions de kilomètres. Son volume est 6 fois